Avec nous pour le grand débat dont va plus loin, Laurent Hénart, bonsoir, coprésident du mouvement radical et maire de Nancy. Rachida Dati, bonsoir, maire LR du 7e arrondissement de Paris, ancienne garde des Sceaux. Georges Malbruno, bonsoir, grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, co-auteur de Nos très chers émirs. Pierre Conessa, bonsoir, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense et auteur de ce livre, Guide du petit djihadiste. Ils sont français avant d'être djihadistes, nous dit Christophe Castaner. Toutes les options sont possibles, nous dit le Quai d'Orsay. Rachida Dati, vous vous dites qu'une brèche est ouverte dans la doctrine française quand vous entendez cela ? Moi, je suis plutôt pour le droit et ses principes. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y aurait 130 djihadistes qui seraient... le chiffre n'est pas confirmé. Oui, le chiffre n'est pas confirmé. Mais en tout cas, moi, comme parlementaire européen, j'étais en charge de ces questions. Je suis en charge de ces questions au Parlement européen. J'ai fait un rapport, justement, sur ce qu'on appelle les combattants étrangers, c'est-à-dire les combattants européens en zone de guerre. Il y en avait 5 000, 6 000 au début de la mandature européenne. Et là, on les évalue à 2 000, 3 000 qui sont encore en zone de guerre. Dans ces 2 000, 3 000, il y en a beaucoup déjà qui sont incarcérés, qui ont été jugés sur place. D'autres, effectivement, sont rentrés. Ça rentre, je vais vous dire, vous avez dû avoir des débats avec des magistrats, ça rentre tous les jours, avec des implications diverses, avec des qualifications diverses. S'agissant de ceux qui ont commis des exactions, moi, je ne suis pas favorable à leur retour. Pourquoi ? Parce que d'abord, ceux qui ont commis des exactions, on doit aux victimes locales, on leur doit la justice. Et donc, moi, je considère que ceux qui ont commis les exactions sur place doivent être jugés sur place. Et donc, imaginons que certains soient libérés, qu'ils soient expulsés, ensuite la justice française peut s'en saisir, parce que les preuves... Mais attendons, c'est ce que vous dites. Mais moi, je suis plutôt favorable à ce que ceux qui sont là-bas, qui ont commis des exactions, soient jugés sur place et retenus et emprisonnés, incarcérés sur place. Laurent Hénart. Oui, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la meilleure façon de procéder, c'est de permettre que les coupables, en tout cas les présumés coupables, soient jugés sur le site où ils ont commis les actes terroristes. Sauf que... Après, là, on est sur un cas particulier, puisque on est sur un territoire quand même relativement déliquescent. Enfin, la Syrie, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'État n'est pas complètement opérationnel. On est surtout avec des Kurdes qui n'ont pas d'État, qui sont malvenus en Syrie, qui sont malvenus en Turquie. Donc avec une justice qui n'existe pas. Donc, ce qui est important... La justice existe. Pas chez les Kurdes. Chez les Kurdes. Non, chez les Kurdes. Pour essayer de terminer mon propos, oui, ce qui me paraît important, c'est qu'ils soient jugés. Voilà. Alors, c'est qu'ils soient jugés et condamnés, bien sûr, s'ils sont coupables, et que la peine soit exécutée. C'est ça qu'attendent les Français. Alors, si ça peut se faire sur le lieu où les actes terroristes ont été commis, parce qu'il y a un État avec des pouvoirs publics effectifs, et notamment des juridictions qui fonctionnent. D'accord. Si ils sont libérés, je pense qu'évidemment, il ne faut pas les laisser retrouver leur liberté. Il faut dans ce cas-là que... Mais la question, c'est pas s'ils sont libérés, c'est aussi qu'ils s'évaporent, qu'ils fuient, qu'ils s'échappent. Il faut dans ce cas-là que la justice française prenne le relais. Georges Malbruno. Il faut parler du terrain. Vous avez environ 150 djihadistes français qui sont aux mains des Kurdes. Ceux qui sont en Irak sont jugés, ils ont été condamnés, etc. Pas une juridiction irakienne qu'on a reconnue, etc. Le problème, c'est les 150 qui sont aux mains des Kurdes. Vous les chiffrez à 150 ? À peu près. D'accord. Je pense que déjà, quand Christophe Castaner parle d'options, une des options, et je pense qu'elle a déjà été mise en place, c'est le transfert vers l'Irak. Je pense qu'il y en a déjà plus de 80 qui sont passés en Irak, justement dans un pays où il y a une juridiction. Alors, est-ce qu'après, les Irakiens vont les juger ? Est-ce qu'on va les rapatrier ? Je n'en sais rien. Mais c'est ça toute la question. En Syrie, vous avez les Kurdes qui aujourd'hui sont sous la menace d'une opération turque. Les Kurdes ont 900 djihadistes étrangers. Ils disent aux pays concernés, prenez-les parce que nous, à un moment donné, on ne pourra plus les garder. Les Kurdes sont en train de négocier avec Damas le retour dans le giron syrien. Et ils ont certainement, on le révèle dans le Figaro de demain, déjà remis aux Syriens, dans le cadre de négociations qu'ils ont avec eux, un certain nombre de djihadistes étrangers. Par conséquent, il n'est pas exclu que demain, Damas et des djihadistes français. Nous sommes en guerre avec Damas. Qu'est-ce que vont faire les services de renseignement syriens ? Eh bien, ils vont dire aux Français, vous venez les récupérer, mais ça veut dire, vous rouvrez votre ambassade. Emmanuel Macron, au Caire, il y a 3 jours, a dit pas question, irresponsable, etc. Donc, le risque, c'est que comme ça a été fait par le passé, eh bien, les services de renseignement syriens en renvoient et commettent des attentats, etc. Donc c'est pour ça, moi je dirais, d'un point de vue
Je comprends les politiques qui disent qu'il vaut mieux les avoir là-bas que chez nous. Mais d'un point de vue de lutte antiterroriste, il vaut mieux qu'ils soient chez nous incarcérés qu'en liberté là-bas et capables de nuire. Là où je vous suis, effectivement, vous avez raison. Les Kurdes les ont entre les mains et ils négocient avec les Syriens pour les récupérer. Mais vous savez très bien, vous êtes très bien placé pour le savoir, c'est que ceux qui sont remis aux Syriens, c'est aussi avec notre aval. Vous le savez très bien. Pas forcément. Et on va laisser peut-être Pierre Conessa qui n'a pas encore pris la parole. Pardon. Pas actuellement. Certains, bien sûr que si. Je crois qu'on pose la question à l'envers. Les Kurdes vont nous les rendre. Oui, c'est ça. Donc soit on les prend en main et effectivement on les fait rentrer à la procédure judiciaire française, soit si on fait semblant, non, gardez-les, jugez-les, etc., ils vont obligatoirement les relâcher. Les Kurdes ont d'autres problèmes que de juger les combattants étrangers. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc on est dans cette situation où c'est le moindre mal la politique qui a été adoptée. Maintenant, les difficultés sont à venir parce que comment allez-vous constituer des dossiers sur des gens dont on a très peu d'informations? Est-ce qu'ils ont simplement été pris? Ils vont tous nous expliquer qu'ils étaient allés faire là-bas de l'humanitaire et qu'ils ont été piégés une fois qu'ils étaient comment on va enquêter une fois ici en France? Il n'y aura pas les éléments de dossier pour en faire une instruction pénale. Et donc, au bout de quelque temps, la justice française fonctionnant, on va être obligé de les relâcher. Et qu'est-ce qui va se passer après? Ils vont retourner dans les quartiers où ils sont sûrs d'être accueillis, c'est-à-dire les quartiers salafisés français sur lesquels on n'a strictement rien fait. Il y a un autre risque qui est brandi par Roger Carucci. Je vous lis juste son tweet. Il l'a exprimé sur Twitter tout à l'heure. Il parle d'un risque de contagion. Je vous le cite. Roger Carucci, sénateur LR. En prison, ils contribueront à la radicalisation des autres prisonniers libérés. Ils sont une menace latente pour tous. Ils doivent être jugés là où ils ont commis leurs crimes. Oui, mais ils vont être des héros dans les quartiers où ils vont Il y a déjà des héros parmi eux. Des héros aussi en prison. Et d'autres qui sont allés en prison dans les années 2008, qui ont été arrêtés en Syrie dans les années 2008, que les Syriens nous ont remis, qui ont fait leur peine de prison et qui ont été libérés en 2011, qui sont repartis. Donc effectivement, il y a de grosses pointures. Donc effectivement, il faudra ensuite les isoler. Mais ça pose un réel problème. Ça pose un réel problème, mais je pense que ces gens-là sont plus inoffensifs chez nous, isolés en prison, que en train de se balader en Syrie. Oui, pour combien de temps? C'est un autre problème, c'est la justice. Oui, mais justement, on est bien face à une situation de jugement dans laquelle les éléments de jugement n'existent pas. Il y en a certains, vous dites, ils sont isolés. Oui, regardez à Fresnes, ça avait été multiplié par 5, par 10, le nombre de détenus radicalisés. Mais toutes les prisons, et vraiment interroger l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire dit on en reçoit tous les jours, ils sont au milieu de tout le monde. Parce que dans certaines prisons, on ne peut pas isoler. Il n'y a pas les moyens. Et donc, ils sont au milieu de tout le monde et c'est encore pire. Simplement, pour revenir à votre question, moi, ce que je crains, c'est que pour ceux qui vont revenir, on est dans un état de droit. Donc, au bout d'un moment... D'ailleurs, en France, nous avons des radicalisés, même certains qui ont été incarcérés pour association de malfaiteurs, notamment à Fresnes, et on ne peut rien contenir contre eux, et qui sortent. Et donc, ces gens-là, même s'ils ont commis des exactions les pires en Syrie ou en Irak, je peux vous dire que s'ils sont en France et qu'on n'a pas d'éléments, ils seront relâchés immédiatement. Alors, dans ce dossier se pose aussi une question extrêmement sensible, c'est la question des assassinats ciblés. Hier, c'est un député LR qui a ouvertement évoqué le sujet. Je voudrais qu'on l'écoute. Il y a un autre choix, qui est le choix qui est évidemment celui de l'élimination de ces personnes. Tuer des personnes qui ont pris les armes contre la France, la France ne doit pas, en aucun cas, jamais réaccueillir des personnes qui ont pris les armes contre la France. Alors, c'est une déclaration qui a un peu semé le trouble. Ici, au Sénat, Gérard Larcher nous dit « Attention aux raccourcis ». Je le cite, « Nous sommes un pays qui est un état de droit. Et dans un état de droit, nous avons le devoir de protéger, mais en même temps, d'assurer les libertés individuelles et collectives. » Pourtant, ce n'est pas la première fois que le sujet s'invite dans le débat. Souvenez-vous de la position de François Hollande. L'ancien président a lui-même raconté comment il avait autorisé un assassinat ciblé. C'était dans son livre « Les leçons du pouvoir ». Et puis, souvenez-vous encore, l'ancienne ministre des Armées, Florence Parly, n'avait pas montré beaucoup de scrupules. C'était en octobre 2017, au micro de nos confrères d'Europe 1. Écoutez. Si il y a des djihadistes qui périssent dans ces combats, eh bien, je dirais que c'est tant mieux. Ce que nous pouvons faire, c'est poursuivre ce combat pour neutraliser le maximum de djihadistes, ce que nous faisons déjà depuis des mois. Neutraliser, et donc, il faut aller au bout. Alors, il y a des nuances, évidemment, dans toutes ces prises de position. Ça n'a rien à voir, là. Laurent Hénard. Là, ça n'a rien à voir, là. On parle de situation de guerre, là. Les gens sont tués au combat. Enfin, je rappelle que... je ne pense vraiment pas que les djihadistes soient de nobles guerriers. Mais si on fait une analogie, je rappelle qu'une fois qu'un combattant est fait prisonnier et qu'il est détenu, il doit
doit rentrer dans une procédure de justice, alors éventuellement militaire bien sûr, mais on n'abat pas les prisonniers, c'est une des règles quand même du droit international appliqué à la guerre. Et là ce sera encore plus particulier puisque on les abattrait après les avoir pris aux Kurdes, juste avant qu'ils rentrent sur le territoire français. Ce ne sont plus des combattants en puissance, mais s'ils sont ce sont des combattants, mais ils sont neutralisés pour l'instant puisqu'ils sont prisonniers, ils sont détenus. Donc on n'est plus en théâtre d'opération, on n'est plus en combat. Ils ne sont pas en plein combat. C'est un faux débat. Ça revient à un rétablissement de la peine de mort bizarroïde, en apesanteur territoriale. Oui. On n'est plus on fait de l'assassinat. On n'est pas encore sur le territoire. On fait de l'assassinat ciblé. Nos forces spéciales font de l'assassinat ciblé, c'est leur job. C'est cela où François Hollande disait « j'ai autorisé parce que c'est une décision qui est prise par le chef d'État ». Mais vous n'allez pas bombarder et assassiner 150 Français qui sont détenus à Roumeïlan ou au sud de Asaké. Là, après, sauf à admettre qu'on balance une bombe et puis qu'il y a 150 morts. Mais ça, je pense que c'est un faux débat. La question se pose s'ils s'échappent. Ou alors on rétablit la peine de mort pour les terroristes. Exactement. Non, mais ils ne sont pas échappés encore, puisqu'ils sont en détention. Ils sont en détention, ils sont retenus, et puis à la fois, ils ne sont pas en exaction. Donc là, on est dans l'instrumentalisation politique de la question, qui est une question technique. Et qui, je pense qu'une des options, une question de droit, bien sûr, mais une des options, et c'est celle qui va être adoptée, c'est le transfert en Irak. Exactement. Où nous avons des soldats là-bas. On le révèle, je crois qu'il y a 82 déjà djihadistes parmi les 150 qui étaient détenus par les Kurdes, qui ont été transférés sous escorte française en Irak, et probablement qu'en Irak, les Irakiens ont confié, ont réservé un espace où ils sont là. Est-ce que les Irakiens accepteront de les juger, de les condamner, ou est-ce qu'ils vont dire, très probablement, comme ils l'ont déjà dit sur d'autres cas aux Français, écoutez, vous êtes sympathiques, mais il faut les reprendre. Évidemment, nous, on n'est pas très enclins pour les reprendre. Donc c'est là où le débat se positionne, avec aussi, encore une fois, je veux dire, la perspective que les Kurdes, pour ceux qui restent, puisqu'il en restera 50 détenus, eh bien, tôt ou tard, dans le cadre du dialogue qu'ils ont avec le régime syrien, eh bien, en cède. Et là, pour nous, ce serait très dangereux, parce que là, ça repose la question de la réouverture de l'ambassade, une reprise de la coopération sécuritaire, ce que font beaucoup de pays européens et des pays arabes qui sont confrontés aux mêmes défis terroristes, mais qui, eux, ont peut-être un peu moins, je dirais, ils ont déjà une position qui a été moins dure, ou en tout cas moins intransigeante. Donc, évidemment, aujourd'hui, si Emmanuel Macron dit « je rouvre l'ambassade de France à Damas et je renvoie un agent de la DGSI pour renouer », on va lui dire « vous êtes un traître », ce qui serait effectivement le cas. Pierre connaît ça. Oui, je crois que le député a fait un constat qui est juste, mais une conclusion juridique qui est fausse. On est exactement dans l'application de l'article 25 du Code civil de l'homme qui a pris les armes contre l'armée française et qu'on peut déchoir de sa nationalité. C'est-à-dire que le débat va être à nouveau ouvert. Et là, si on avait adopté la procédure de déchéance de nationalité, ça ne ferait pas 150. Ça en ferait peut-être que la moitié. C'est ce que les Britanniques, d'ailleurs. C'est ce qu'ont fait les Britanniques. Ben oui, c'est-à-dire que si on avait, au lieu de se battre sur les principes, on avait discuté sur la réalité, comme la France a beaucoup discuté sur les principes, c'est plus simple, et bien là, on aurait la moitié du problème. Parce qu'on aurait dit, mais non, ce ne sont plus des Français. Pour nous, ils ne sont plus Français. Donc rendez-les, j'en sais rien, aux Algériens, aux Marocains, ce que vous voulez, mais ce n'est plus chez nous. Et vous voyez qu'on est aujourd'hui piégé par notre propre difficulté à trancher les questions. Ça veut dire que la majorité, pour l'essentiel, est née en France, hein. Non, on ne parle pas de cela, on parle de ceux qui vont rentrer. Et dans ceux-là, il y a des binationaux. C'est-à-dire qu'il y a des binationaux sur lesquels on aurait très bien pu trancher sur la question de la nationalité, en disant non, ils ne sont plus citoyens français. Vous êtes en train de dire qu'il faut rouvrir ce dossier, mais ce débat sur la déchéance de nationalité. Il n'a pas besoin d'être ouvert, puisqu'il existe, le Code civil le permet. Le Code civil le permet. Et la déchéance de nationalité et le retrait des droits civils et politiques. Il y a plusieurs gradations de ce qu'on appelle l'indignité, généralement. Voilà. Ouais. Il y a la déchéance de nationalité, il y a l'indignité. Quand on tourne les armes contre son propre pays, on s'expose dans le droit français actuellement déjà à ce Mais le débat qui va être ouvert pour le trafic de drogue, et on l'a refusé pour le terrorisme. Avouez quand même que c'était un débat étrangement posé quand même. Moi j'ai connu ça comme magistrat, y compris dans le cadre de la prostitution. Tout ce qui était proxénétisme, on pouvait déjà déchoir des droits civiques, voire de la nationalité quand il y avait des grands circuits de... Donc il y a un changement de criminalité. Donc je comprends bien, c'est plus un problème en fait. Non, pas du tout. On sait quoi en faire, on les dirige vers l'Irak et la question est réglée. Pour nos téléspectateurs qui nous regardent, ça a l'air relativement simple. Aux Irakiens forcément de les juger, puisqu'ils ont commis des crimes, même s'il y avait des allées et venues, mais les Irakiens, eux aussi, c'est un fardeau pour eux, parce que ça demande de la surveillance, etc. Donc voilà, ils ne cessent de dire aux Français, reprenez les familles, etc. Et nous, évidemment, on n'est pas très enclin à les reprendre, donc ça se négociera, mais on sent qu'avec le départ américain, effectivement, ça a précipité les choses, parce ça fragilise et puis il y avait ce danger, effectivement, que
que les Kurdes. Pour les Kurdes, c'est une carte, mais qui est devenue très très lourde, parce que, encore une fois, ils en ont 900 à garder, à nourrir, à protéger. Alors les Américains sont derrière, mais ils disent, nous, on n'a pas la capacité, on n'est pas un État pour les juger, donc ce sont des Français, reprenez-les. Et nous, on leur dit, etc. Donc ils nous disent, je pense qu'ils nous l'ont dit, écoutez, nous maintenant, les Américains nous ont abandonnés, eh bien, nous, on a l'option, et c'est la seule dont on dispose, c'est de renégocier le retour du Rojava, de nos provinces autonomes, dans le giron syrien. Mais les services de renseignement syriens, on les connaît, eh ben, ils vont dire « welcome », on est tout à fait d'accord, mais redonnez-les-nous. Et ils en ont déjà, je pense, repris. Et puis, eh ben, ils vont dire aux Syriens, comme aux Français, comme ils disent aux Saoudiens, comme ils disent aux Koweïtiens, ben, maintenant, négocions, on en a quelques-uns. Sinon, on vous les renvoie, mais on vous les renvoie avec des intentions malveillantes. Ils vont les remettre au service syrien. Ça veut dire que, de fait, et après, ça sera en droit, c'est qu'on instaure une coopération judiciaire avec eux. Oui, mais on n'a plus de relations diplomatiques, oui, on a fermé notre ambassade. Justement, c'est-à-dire que si la Syrie... Ça, c'est l'intérêt syrien. Voilà, c'est l'intérêt syrien de dire, moi je veux bien les reprendre, donc de fait, on va réinstaurer une coopération judiciaire, s'ils reprennent des Français qui les jugent et qui les retiennent, donc ça veut dire on coopère avec Assad. Voilà. Sauf que le président de la République a dit, il est irresponsable, je le cite. Oui, voilà. Sauf que les Allemands le font, les Espagnols le font, les Italiens le font, les Saoudiens vont le faire, les Émiriens le font, mais nous, évidemment, nous sommes Pierre Conessa et Laurent Hénard. Moi, je fais simplement remarquer que l'origine du problème est le retrait américain. Bien sûr. Et donc, si nos décideurs décidaient d'être moins solidaristes avec les États-Unis à chaque fois et surtout avec Trump, qu'on décide de les suivre partout où ils vont. On avait eu le cas Chirac qui avait refusé d'aller en Irak et on se retrouve à aller sur l'opération contre Daesh et on se retrouve avec des alliés saoudiens qui font exactement les mêmes pratiques que Daesh. Donc il y a des incohérences complètes dans la diplomatie française et on se retrouve avec des effets pervers de retour de gens qui nous combattent parce que nous avons combattu Daesh, alors qu'effectivement on aurait très bien pu avoir des postures tout à fait différentes. Donc il faut dorénavant se méfier de tout ce qui est engagement américain sans regarder exactement la nature de la crise. Laurent Hénard ? Non, je rejoins ce qui est dit sur l'engagement américain. Le problème, c'est que ça ne résout pas effectivement la difficulté présente. Et je pense que la seule solution, c'est pour l'instant de continuer les négociations avec l'Irak, ça c'est clair, ça a été dit. Se posera le problème de la coopération judiciaire avec la Syrie qui arrive, parce que le retrait américain va accélérer le rétablissement du régime syrien. Son impact n'est pas seulement ce problème des détenus par des Français djihadistes détenus par les Kurdes. Le problème plus général, c'est que c'est un vrai ballon d'oxygène pour le régime d'El-Assad, il faut le dire. Donc on va se retrouver avec un État rétabli dans son autorité, je ne dis pas dans sa légitimité, en droit international, mais dans son autorité sur le territoire et sur les populations. Et là, on va avoir un problème objectif de diplomatie française. Alors dans cette affaire se pose également la question des enfants, des mineurs. Que fait-on d'eux ? Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, a exprimé son point de vue, c'était sur Public Sénat ce matin, écoutez. Je mets à part les enfants. Mais pour les autres, non. Il n'y a aucune raison pour les adultes, pour les terroristes, pour les barbares, pour ceux qui nous ont déclaré la guerre, d'avoir la naïveté de les accepter sur le territoire national. Rachida Dati, vous voyez, c'est vraiment votre famille politique qui monte au créneau sur cette question. Et les enfants, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors les enfants, moi j'ai toujours indiqué que les enfants, on peut les récupérer, mais on ne peut pas les laisser ou les confier comme... C'est prévu d'ailleurs dans le cadre de l'assistance éducative à un tiers digne de confiance. Moi, je pense que ces enfants qui ont vu d'autres enfants qu'eux-mêmes ont joué au football avec des têtes ou de cadavres, ça pose un problème parce qu'eux-mêmes deviennent des bombes à retardement. Donc, on récupère les enfants, c'est une chose, mais il faut bien mettre les structures adaptées. Ce ne sont pas les structures aujourd'hui de l'assistance éducative ou de la protection de l'enfance qui existent en France. Moi, je vous le dis, c'est-à-dire que des structures on n'est pas prêt, existantes, on sait pas du tout comment faire. C'est pas du tout adapté pour ce type de profil. Donc si on les reprend, et je pense qu'on doit les reprendre pour l'essentiel, il faut faire très attention. Vous avez vu aussi que de nombreuses familles se battent pour récupérer leurs petits-enfants, ou leurs neveux ou nièces, ou par exemple un conjoint qui est parti et il veut récupérer les enfants. Moi, je pense que ça serait irresponsable de reconfier à la famille des enfants récupérés comme ça de zones de guerre où leur seul horizon a été la barbarie, les jeux ont été... Enfin, ça a été la barbarie. On a une idée d'ailleurs du nombre d'enfants que ça concerne ou pas ? Il y a encore, oui, chez les Kurdes, il y aura encore une cinquantaine d'enfants. Et puis il y a aussi ça concernerait une cinquantaine d'enfants ? Oui, en Irak, il y en a aussi quelques dizaines. Et puis il y en a encore qui sont dans la nature, justement, à Idlib, dans la province de l'Ouest, là, qui est la dernière détenue encore tenue par d'autres djihadistes. Donc il y en a quand même, oui, une centaine, grosso modo. Et ce que disent les spécialistes, c'est qu'ils disent
au-delà de 7 ans, c'est très difficile de récupérer un enfant qui a passé justement ces 7 premières années de sa vie chez Daesh. Donc, c'est-à-dire récupérer le brainwasher, lui faire enlever. C'est sûr qu'il n'y a pas d'impact sur la personnalité. Voilà, de le faire revenir à une vie normale. Quand vous avez de 0 à 7 ans, quand vous avez côtoyé des djihadistes, comme vous l'avez dit, qui ont joué au football avec des têtes, qui ont assisté à des scènes d'horreur, eh bien, à 7 ans, vous êtes déjà marqué. Et donc, après, le travail, effectivement, des éducateurs, il est extrêmement difficile. Mais, évidemment qu'il faut reprendre ces enfants parce que, déjà, eux n'y sont pour rien. Je fais remarquer qu'en d'autres temps, on aurait considéré que les femmes étaient dans la catégorie des enfants. Là, c'est fini. C'est-à-dire qu'on a eu suffisamment d'exemples d'attentats commis par des femmes. Et là, les femmes sont devenues les égaux des hommes. Oui, mais même les femmes qui reviennent en France et qu'on a récupérées, lors de leurs auditions, à part quelques-unes qui ont dit j'ai été traumatisée, c'est horrible ce que j'ai vu, et qui reviennent. Mais certaines ont reconnu avoir été impliquées, que quand elles sont parties, ça a été un engagement, que c'était une mission. Donc elles-mêmes se mettent en cause en disant que elles n'ont pas suivi naïvement quelqu'un. Oui, mais on est bien dans le cas où il n'y a pas de fait criminel constitué, sauf le fait d'avoir allié la Syrie. Et donc, même dans leurs auditions. À quelle peine les condamne-t-on dans ce cas-là ? Oui, mais dans leurs auditions, elles disent « Je suis allée là-bas pour combattre comme combattant étranger, comme djihadiste. » Ils disent « Je fais de l'humanitaire, oui, je suis d'accord. Vous savez, il y a le double discours. Enfin, le service de police et de judiciaire. Non, ce que je veux dire, M. Malbonneau, c'est que ces femmes, avant, effectivement, certaines pouvaient dire « Je fais de l'humanitaire, j'ai suivi quelqu'un, mon mari autre. » Mais maintenant, majoritairement, c'est une revendication. Elles revendiquent qu'elles sont allées là-bas pour faire le djihad. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'elles se trouvent dans la même situation que leurs homologues masculins. Et ce qui est grave, effectivement, c'est que toute cette population, ils ont 20-25 ans. Donc, c'est-à-dire, on va devoir... Et ils sont très nombreux. Il y a 30 ans, on en avait 40 en Afghanistan. Voilà, aujourd'hui, on en a des centaines et des centaines qui ont entre 20 et 30 ans. Donc, ça veut dire qu'on va devoir gérer sur les 30 prochaines années. Il faut conjuguer ça avec le fait que, rappelez-vous, le stock des fichiers S à l'époque de Mera, c'était 3000. Aujourd'hui, on estime qu'on est à 12 000. C'est-à-dire, est-ce que c'est le radar qui a élargi son champ ? Est-ce que c'est que le salafisme a progressé ? Probablement les deux. Ça veut bien dire que quand ces gens-là sortiront de prison, ils sont sur des terrains qui sont prêts à les accueillir. Et ça, tant qu'on ne s'attaque pas à ces viviers, qui sont justement ces quartiers dans lesquels... Vous savez, quand les enquêtes se sont terminées sur les attentats de 2015-2016, on a constaté que toute l'organisation reposait aussi sur des cellules dormantes, mais qui devaient rester dans la légalité. C'est-à-dire, oui, je lui ai prêté ma voiture, mais c'est un vieux copain. Oui, ma mère connaissait sa mère. Bon. Et en fait, ceux-là, vous ne pouvez pas les poursuivre. Et donc, ils sont toujours sur place. Rappelez-vous, quand on a décapité Forzan Alissa... Ça veut dire qu'il faudrait adapter notre droit. Il faut le vouloir. Par exemple, quand on a décapité Forzan Alissa, on a arrêté que ceux qui étaient impliqués dans l'enlèvement de Ilan Halimi. On était 25 dans le groupe. Et tous les autres se sont dispersés sur d'autres quartiers. Ils sont partis à Strasbourg, à Toulouse, etc. Et donc, on les retrouve après dans la nature. Donc, il y a bien une politique pénale qu'il faut repenser avec des moyens juridiques qui, aujourd'hui, n'existent pas. Et encore une fois, ne recommençons pas le débat sur les lois liberticides. Vous savez, moi, je me souviens, en 68, à l'époque des premières lois anti-casseurs, on avait dit on ne peut pas fouiller le coffre des voitures, ça c'est liberticide. Alors, c'était vachement liberticide et la dictature n'a cessé de progresser depuis. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'attentat de Notre-Dame, si on n'avait pas été dans l'état d'exception, on n'aurait pas pu fouiller le coffre de la voiture. Donc arrêtons de poser le problème en termes théoriques au lieu de le poser en termes pratiques. Laurent Hénart. Oui, deux choses. La première, je rejoins ce qu'a dit Rachida Dati sur le fait qu'il faut s'équiper de structures pour accueillir ces enfants. On peut pas les mettre, poser un vrai problème. On peut pas les mettre dans les réseaux et dans les organisations de droit commun. La deuxième chose qui est importante, c'est ce qui est dit sur les quartiers. Je voudrais juste faire le lien avec le débat sur la loi de 1905 pour dire que là, je pense aussi qu'on est très en retard. Quand on discute entre maires de la réalité qu'on voit dans les quartiers, le prosélytisme des djihadistes, il se fait plus par la salle de prière. Il y a des associations sportives, il y a des associations de soutien scolaire, il y a des associations d'entraide qui vont aider les mères isolées dans les foyers, il y a des associations qui vont chercher les enfants à l'école, soi-disant. Ça veut dire qu'ils ont réussi à créer des structures. C'est la loi de 1901 et c'est tout le secteur associatif sur lequel il faut travailler et réfléchir. Donner l'impression qu'en prenant quelques dispositions pour une part comptable, pour une part juridique sur le financement des lieux de culte, c'est rouvrir un débat très compliqué parce que c'est un débat entre les cultes et l'État, et il y a une symbolique lourde et il y a des réalités dans l'opinion française, et en plus c'est à mon avis un faux débat. Le vrai débat est sur la loi de 1901 et le détournement qui peut en être fait pour avoir des outils prosélytes qui maintenant sont des outils qui interviennent dans tous les champs de la politique éducative au sens large. Je ne reviens pas sur le débat qui a été très bien conduit au Sénat mais qui n'a hélas pas abouti sur les écoles privées hors contrat. C'est un vrai sujet.
Voilà. C'est un vrai sujet. Comme ça a été, Laurent, là où je rejoins détecter. Laurent, lorsque j'étais garde des Sceaux, j'ai fait un grand nettoyage dans la protection judiciaire de la jeunesse et toutes les structures qui accompagnent ou qui réinsèrent. Sont mandatées ou financées voilà, pour ça. Tout ce qui est réinsertion. Là aussi, il y a un nettoyage à faire. Vous savez, les principaux alliés de cette lutte contre les djihadistes sont les musulmans. Moi, quand j'ai fait le rapport sur quelle politique de contre-radicalisation en France, c'était avant les attentats. Alors, avant les attentats, ça intéressait personne. De 2015, enfin, le Charlie Hebdo. Moi, je sors le rapport aux alentours de novembre 2014, mais évidemment, on approchait des fêtes, il y avait les municipales, enfin bon, bref. Et puis, les attentats de Charlie. Or, si vous voulez, j'avais été sollicité pendant toute cette étude par des tas d'associations gestionnaires de mosquées, par des imams, etc., qui me disaient, venez, vous allez voir, nos enfants ne viennent plus. Ils sont à part. On signale la chose au commissaire, au juge, au préfet, etc. Et on nous dit, bah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est de la liberté de conscience. Donc il y avait une espèce d'inertie de la classe politique qui se masquait les yeux. Et on est aujourd'hui avec une vérole, si vous voulez, qui s'est répandue dans un certain nombre de quartiers et qui fait que si on ne s'y attaque pas, notamment avec les moyens du droit. On doit s'arrêter. Quand on dit, vous savez, quand vous avez une idéologie qui est raciste, antisémite, homophobe, misogyne et sectaire, vous avez tous les moyens de droit en France pour expulser des gens comme ça. Et on terminera sur ces belles notions. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. C'est la fin de cette émission.